Merci à vous, mes amis personnels, Faso Ouattara et Billy Moussa Ouattara, pour cette belle chanson consacrée à toute la jeunesse africaine. Jeunesse consciente, une chanson qu'on retrouve sur Facebook, sur le site de M. Ouattara Faso, que je vous invite à soutenir et auquel je vous invite à vous abonner massivement. Mais nous allons parler d'un autre Ouattara, celui-là, ennemi de l'Afrique. Ennemi de tous les peuples africains. Satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Dramane Ouattara. L'homme au faciès asymétrique, à la démarche en point-virgule et aux 3 actes de naissance pour la même vie. Le 3 fois né, mystiquement, pour la même vie à 3 endroits différents. L'ennemi du peuple africain, l'ennemi juré, acharné du peuple africain. Celui qui, par plus de 12 fois maintenant, a tenté de kidnapper et d'éliminer le leader résistant du mouvement Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Kibafori Soro, parce que celui-ci a refusé de continuer à cautionner son imposture. Celui qui a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre nous, tentant même de convaincre le grand peuple britannique et ses autorités de nous kidnapper et de nous extrader pour qu'ils nous achèvent à Abidjan. Alassane Dramane Ouattara, ennemi juré de la souveraineté africaine. Oui, c'est de cet homme que nous vous parlons ce soir, mais notre source d'inspiration est un reportage qui a été délivré par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi sur l'acharnement d'Alassane Dramane Ouattara a provoqué une division au sommet du régime du Burkina Faso afin de le faire imploser, éclater et d'y rétablir une sous-préfecture du néocolonialisme français et de l'impérialisme otanien. Voilà pourquoi nous allons procéder d'une manière très simple. Sous la forme audio, nous allons vous faire écouter le reportage analytique de Chris Yapi sur les dernières mesures, les dernières tentatives d'Alassane Dramane Ouattara de provoquer l'explosion au sommet de l'État du Burkina Faso de la solidarité, de la cohésion entre les dirigeants. Vous verrez que Chris Yapi répère les efforts d'Alassane Dramane Ouattara de provoquer des dissensions au sein du MPSR2 et notamment entre 2 dirigeants qui sont des frères, des alliés pour la vie, 2 dirigeants essentiels au peuple burkinabé, le chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le commandant Oumaro Yabré, qui est à la tête du renseignement général du Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara a décidé de tout faire pour semer la zizanie entre ces 2 hommes. Chris Yapi, dont les hiboux sont célèbres en qualité d'investigation à travers toute l'Afrique depuis plusieurs années maintenant, a attrapé le satrape reptilien venu de Sendou, la main dans le sac. Notre méthode sera donc très simple. Sous la forme audio, sur le fond de l'ordinateur, vous entendrez le reportage de Chris Yapi. Et votre serviteur viendra après ce reportage apporter des éléments complémentaires d'appréciation. Afin qu'on comprenne pourquoi c'est pratiquement pour Alassane Ouattara la prunelle de ses yeux que de faire tomber le Burkina Faso, de faire retomber le Burkina Faso dans l'escarcelle de la France-Afrique. Sans plus tarder, je vais sur le site du grand investigateur ivoirien, Chris Yapi, TV officiel YouTube, où se trouve cet hors d'œuvre, que vous avez sans doute déjà vu, puisque je vois qu'il y a 43 000 d'entre vous qui avaient pensé à le regarder et à le partager. L'émission s'intitule « Bataille mystique », engagée pour diviser et opposer le capitaine Traoré et le commandant Oumarou Yabré. Écoutons cette enquête. Mais est-ce que c'est vraiment légal? Écoutons cette enquête, elle est très intéressante. Je vais faire passer la pub rapidement. Aux ancêtres de... Alors, pour toutes les personnes qui sont enfermées dans un taf qui ne leur convient pas, avec un niveau de revenu qui ne leur convient pas, arrêtez de... Écoutez bien.
Déstabilisation à répétition du Burkina Faso. Alassane Ouattara et son frère cadet passent au cap supérieur. La bataille mystique engagée pour diviser et opposer le capitaine Ibrahim Traoré et le commandant Oumarou Yabré. Écoutez bien. Les jours, semaines et mois à venir seront décisifs pour la survie du Burkina Faso en tant que nation. Oui, c'est vrai. En effet, Alassane Ouattara et son petit frère, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, en sont arrivés à la conclusion que tant que le capitaine Ibrahim Traoré consolide son pouvoir au Burkina Faso, jamais la capture du pouvoir d'État en 2025 pour sa dynastie ne sera possible. Le capitaine Traoré, pour le despote ivoirien, est un sankariste affirmé qui n'a d'autre envie que de propager la révolution dans les pays voisins. C'est ce qui explique qu'il est si acharné et déterminé à le renverser, voire à l'assassiner par tous les moyens. C'est ce qui justifie les nombreuses tentatives de coup d'État orchestrées contre le Burkina Faso. Tout aurait été essayé en si peu de temps pour renverser le capitaine Traoré, et cela en vain. C'est donc de guerre lasse que la fratrie diabolique a décidé résolument de recourir à leur arme fatale préférée, la sorcellerie. Les Ouattara ont décidé de faire appel aux puissances occultes et autres sortilèges pour déstabiliser le Burkina Faso. Écoutez bien. L'affaire est grave et dangereuse. C'est très grave. C'est une question de vie ou de mort. Ouais. L'un joue sa survie en tant que nation, le Burkina Faso, et l'autre joue son existence en tant que dynastie, les Ouattara. Oui. C'est ce qui explique la violence barbare de la confrontation. Au-delà, le tyran Ouattara, en tant qu'espion de la France en Afrique, ne peut admettre, encore moins accepter, que le Burkina Faso refuse de se soumettre à la tutelle de la France, puisque ces jeunes militaires ont décidé unilatéralement de quitter la CEDEAO et de prendre leur indépendance vis-à-vis de la puissance tutélaire. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, c'est Alain on a Foka encore appris... qui parle avec le président Traoré. Écoutez. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à de meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Le président Traoré lui répond. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Bon. Si on entre là-dedans, c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie. C'est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est inévitable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, oui, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Très bien. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. On va briser tous les liens qui nous maintiennent dans l'esclavage. Alassane Ouattara avait trop vite fait d'assurer à Emmanuel Macron que le Burkina Faso serait toujours sa chasse gardée, parce que, disait-il, il maîtrisait les dirigeants de ce pays qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. C'est vrai. Et ça, c'était du temps où le colonel Damiba assurait la transition militaire au Burkina Faso. Quelle ne fut sa stupéfaction et ensuite sa déception quand le capitaine Ibrahim Traoré renversa sans son autorisation son poulain Damiba et prit les rênes du pouvoir. Dès les premières heures, le dictateur des lagunes, pour ne pas perdre la face et pour ne pas perdre le Burkina Faso, dépêcha des émissaires auprès du nouveau régime pour, dans un premier temps, lui assurer sa disponibilité et, dans un second temps, lui dire qu'il était prêt à faire en sorte auprès des grandes institutions. Il a commencé par vouloir noyer le président Ibrahim Traoré. Encore de certains pays, les États-Unis et la France, que le Burkina Faso soit préservé et qu'il n'y ait aucune sanction contre ce pays et qu'ils pouvaient travailler ensemble. Convaincu que sa manipulation et son chantage allaient payer, Alassane Ouattara a alors assuré Paris que même si le Burkina Faso avait changé de militaire à sa tête, il avait toujours la main sur ce pays et que ce pays obéirait servilement au diktat que l'Occident allait imposer. Vous avez vu? Vous comprenez donc l'humiliation qu'il a ressentie profondément jusqu'aux os quand le capitaine Traoré, au lieu de se tourner vers la Côte d'Ivoire,
s'est plutôt rapproché du Mali d'Assimi Goïta, qu'Alassane Ouattara déteste au passage, pour sceller une alliance avec le Niger, appelée Alliance des États du Sahel, AES. Ça, c'était le 16 septembre. Le capitaine Traoré 2023. venait de signer sa mort en se rapprochant du colonel Assimi Goïta. Le dictateur ivoirien a compris qu'avec le Burkina Faso, il avait atteint le point de non-retour et que par conséquent, il fallait renverser ce régime. Monsieur le Président, je reviens à l'AES, qui est quelque chose d'important pour vous, puisque vous en faites le cheval de bataille dans cette guerre. Quelles sont les relations avec les autres chefs d'État du Niger et du Mali? Et est-ce qu'on peut envisager un élargissement de cette AES, même aux États qui ne sont pas dans le Sahel? La possibilité d'élargir, je commence par là, c'est possible. Dans la charte, ça existe. Donc on a fait une ouverture. Mais les rapports entre nous, c'est fraternel. C'est ce qu'on réveille de l'Afrique, c'est ça qui est là actuellement. Vous partagez la même vision sur l'Afrique? Ah oui. Parce que quelquefois, les gens sont jaloux de leurs prérogatives dans leur pays. Non, nous partageons la même vision. Et nous faisons la même mission. Et si vous regardez à travers donc les communications, tout ce que nous faisons, c'est pour éveiller les consciences. Pourquoi un chef d'État va se mettre à vouloir que son peuple se réveille? Les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme pour qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils veulent. Nous, on veut que les peuples se réveillent pour que même après nous, que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc, que ce soit au Niger ou au Mali ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à casser les chaînes un peu de l'esclavage. Oui. Donc c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Très bien. Et c'est ça notre communication. Oui. C'est très important. C'est tout. Ça, c'est une vision. Deuxièmement, ce qui concerne notre autodétermination à nous autosuffire sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions. Par exemple, quand on prend des cultures comme le blé, d'ailleurs, quand on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées, nous, on le fait aujourd'hui à grande échelle. Écoutez bien. Ils le font à grande échelle. Le Niger, ils sont en cours. Il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter. Le message, c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'importer. On peut tout produire pour nous ici et même exporter. Exactement. Produire et exporter à l'intérieur de l'AES. Plusieurs tentatives de coup d'État ont été directement organisées à partir d'Abidjan, financées à coups de milliards de francs CFA sans succès. Oui. Il a alors demandé à ses experts militaires et aux conjurés burkinabés d'étudier le point faible du régime de la transition. Très bien. Et tous ont convenu qu'il fallait éliminer le commandant Oumarou Yabré s'il voulait fragiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Tant que ces deux hommes seraient donc soudés, il serait difficile d'assassiner le capitaine Traoré. Ils ont tenté de le faire par la corruption à coups de milliards. D'ailleurs, Vassiriki Traoré lui-même appelle régulièrement certains correspondants à Ouagadougou pour essayer de recruter certains proches du président de la transition militaire sans succès. Ils ont essayé donc de diviser par la rumeur, par la propagande. Ce sont eux qui sont à l'origine de la propagande pour semer la discorde entre le capitaine Ibrahim Traoré et son chef des services de renseignement, le commandant Oumarou Yabré, sans succès. Leur stratégie était de faire croire au capitaine Ibrahim Traoré que le commandant Yabré Oumarou voulait son poste et faire croire à ce dernier que son mentor voulait le tuer et le dégager de son poste. Ils ont étudié dans un laboratoire secret, avec l'aide des supplétifs israéliens, une stratégie forte, intelligente, appelée le Koudza, qui constitue à distiller des informations régulières, pertinentes, appuyées, intenses, pour opposer ces deux hommes. Ils ont considéré qu'il fallait aboutir au même résultat que la Côte d'Ivoire avait réussi entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré à l'époque. Souvenez-vous, ils avaient réussi à opposer les deux hommes, à effrayer l'un et l'autre en distillant des informations erronées. Chaque camp se méfiait de l'autre. Les rumeurs faisaient état de ce que l'un se préparait à tuer l'autre, et ils ont finalement réussi à opposer les deux hommes, puis à exécuter leur plan machiavélique, qui était de tuer Thomas Sankara. Eh oui! Le seul espoir du royaume. On enlève la pub. On enlève la pub. C'est un chef assez puissant pour l'unifier.
c'est exactement cette même stratégie qu'ils ont repris et qu'ils appellent Kudza. Et ils croient tellement en cette stratégie que depuis un an, à cadence régulière donc, ils distillent des informations de la propagande pour opposer le commandant Yabré au capitaine Traoré, le président du Burkina Faso, parce qu'ils savent que le jour où ces deux hommes seront opposés, ils réussiront à créer la rupture entre eux et ça sera fini pour ce régime. La dernière tentative ayant échoué, Traoré Fassiriki a appelé certaines personnes dans les entourages pour demander s'il n'y avait pas de l'eau dans le gaz entre les deux hommes. C'est après avoir reçu des résultats contradictoires, au moment où certains de Ouagadougou ont dit que le capitaine Traoré et le commandant Yabré étaient opposés, et que d'autres ont dit qu'ils ne l'étaient pas, au cours d'une dernière réunion, voici ce qu'ils ont décidé. Écoutez. À cette dernière réunion, Téné Birahima Ouattara, alias Tupitoman, a dit qu'il croit à la sorcellerie et qu'il avait trouvé un puissant et dangereux féticheur de la région de Sigiri en Guinée qui dit pouvoir opposer Oumarou Yabré et Ibrahim Traoré. On fit venir ce marabout à Abidjan. À la suite d'une semaine de retraite dans un cimetière de la capitale ivoirienne, ce grand sorcier réclama un albinos en guise de sacrifice. Une fois égorgé sur ses fétiches, du nom de Diafré et Kounbré, la langue et les parties génitales de cet albinos devraient être enterrées à la frontière ivoiro-burkinabé. Quant à son sang recueilli lors de son immolation, il devrait être versé sur le sol burkinabé et que cela aura pour avantage la montée en puissance des groupes terroristes sur le territoire burkinabé. Ce regain de violence serait un catalyseur pour révolter la population contre le régime de la transition militaire. Quant aux sortilèges enterrés à la frontière ivoiro-burkinabé, ils auraient pour effet immédiat la scission entre le commandant Yabré et son mentor. Une fois le scénario esquissé, Téné Birahima Ouattara Di La Fiole, alias Tupitoman, demanda à ses équipes de se procurer au plus vite un albinos répondant aux critères exigés par le grand sorcier venu de Sigiri en Guinée. Une femme ressortissante d'un pays voisin de la Côte d'Ivoire, répondant aux initiales DK, proche de Téné Birahima Ouattara et très réputée dans le milieu du trafic des organes humains, fut sollicitée. Mon Dieu. En un temps record, cette dame insoupçonnée, grâce à son vaste réseau, remit au grand féticheur l'agneau du sacrifice, l'albinos. Mon Dieu. Cet albinos a été capturé à la frontière ivoiro-ghanéenne, plus précisément entre la ville ivoirienne de Tanda et la bourgade de Djounassoua au Ghana. Vous voyez ça? Je demande solennellement à tous ceux qui le peuvent de vérifier à la dite frontière si un albinos n'a pas mystérieusement disparu ces dernières semaines là-bas. Chris Yapi peut confirmer aujourd'hui avec certitude que le sacrifice a été bel et bien fait, conformément au rite du grand sorcier de Sigiri. Certaines parties de l'albinos sacrifié ont été acheminées par l'un des neveux de Téné Birahima Ouattara Di La Fiole, du nom de Yaya Ouattara, pour être enterré le 7 mars 2024 à 3 h du matin à la frontière ivoiro-burkinabé. Chers auditeurs, dites aux autorités burkinabées de prendre au sérieux mes écrits. Très au sérieux. Ces nombreuses attaques actuellement au Burkina Faso ne sont pas le fruit d'un hasard. Pendant que certains renégats du pays des hommes intègres font du lobbying auprès des groupes terroristes, La Fiole et son frère aîné entendent détruire les dirigeants de ce pays par la sorcellerie. D'après le dangereux féticheur venu de Sigiri en Guinée, le féticheur de une Sigiri. fois ce sacrifice humain fait, dans les 3 à 8 mois prochains, le capitaine Traoré et le commandant Yabré seront pires que chien et chat. Mon Dieu. Ils vont se détester, ils vont s'entretuer sans pitié, comme le firent Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Ceci n'est que pure vérité. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Mais si le peuple burkinabé et ses dirigeants ne prennent pas cette enquête au sérieux, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est pourquoi Chris Yapi lance un appel très urgent aux sorciers, aux sachants, aux manes, aux ancêtres de l'âme du peuple du Burkina Faso, afin qu'ils se lèvent urgemment pour sauver leur nation. Comme on dit chez nous, c'est fer qui coupe fer. Nous sommes en Afrique. Il n'y a pas à hésiter à recourir aux connaissances ancestrales africaines
pour conjurer le sort qu'Alassane Ouattara, par la sorcellerie, vient de lancer contre les deux compagnons au Burkina Faso. Chris Yapi insiste et persiste. Écoutez bien. Certaines parties du corps mutilé de l'albinos ont été enterrées à la frontière ivoiro-burkinabé à dessein. Mon Dieu. Il faut trouver des solutions urgentes pour conjurer ce sort. Oh là là. Autrement, la transition du Burkina Faso risque donc de connaître un avenir dramatique. Ce que Chris Yapi vient d'écrire est vrai à 200%. Cette pratique a pour objectif de diviser les deux hommes. Ils ne sauront même pas ce qui les oppose et ce qui les divise en réalité. L'objectif est de répéter le scénario Sankara-Compaoré. C'est pourquoi Chris Yapi invite tous ceux qui ont de l'estime pour la transition militaire burkinabé à s'unir autour de ces deux officiers que l'ennemi veut forcément détruire à l'effet de briser la dynamique qui est en cours au pays des hommes intègres. Tout à fait. Connaissant la capacité de nuisance des frères Ouattara, je crains pour l'avenir de toutes les transitions dans les États du Sahel et en particulier pour celle du Burkina Faso. Ainsi donc, il est urgent que les dignitaires religieux de ce pays appellent le président Ibrahim Traoré et son homme lige, Oumarou Yabré, les fassent asseoir dans une case pour qu'ils jurent de ne jamais se trahir et qu'il n'y aura aucune division entre eux. C'est très important. Il est impératif qu'ils fassent comme les 5 colonels du Mali. Voilà. En effet, les 5 colonels du Mali ont été pris par un grand saint de ce pays dont je ne citerai pas le nom. Ils sont partis une nuit et ils se sont enfermés. Cet érudit a prié et a sorti le noble Coran pour qu'ils jurent dessus. Il leur a expliqué le sort réservé aux traîtres, ici-bas et dans l'au-delà. Après ce cours, ils se sont tous jurés fidélité jusqu'à la mort. Ensuite, ils ne se sont pas contentés de jurer uniquement sur le Coran. Le plus grand sorcier du Mali a été sollicité et il les a reçus pour sceller aussi un pacte. Et c'est pourquoi le pouvoir du Mali tient et résiste aux multiples tentatives de les diviser, de les opposer les uns aux autres, car chacun sait que s'il est le premier à trahir, toutes les malédictions du jour et de la nuit, du feu et de l'eau, s'abattront sur lui sans pitié. Le Burkina Faso doit faire exactement la même chose que les 5 colonels du Mali. Ils doivent se prendre un certain nombre, aller dans la case de ce pays, devant Dieu et la mémoire des saints, jurer fidélité sans trahison, comme les 5 colonels l'ont fait dans la case au Mali. Il reste maintenant aux militaires du Burkina Faso de sceller le même pacte de sang inébranlable. Absolument. Autrement, le dangereux féticheur venu de Sigiri réussira son pari, celui de les diviser et de faire chuter la transition burkinabé. Chris Yapi a fait sa part. À bon entendeur, salut. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président... Ça, c'est un extrait de l'interview. Voilà, d'Alain Foucault. Nous avons vécu la période de Thomas Sankara, qui est un peu votre modèle, puisque beaucoup vous comparent à lui par vos idées, par votre manière de vous comporter, par vos choix. On sait comment ça s'est terminé. Oui, vous avez raison, et c'est la question que tout le monde se pose, et c'est la phobie du peuple burkinabé en fait. Lorsqu'ils pensent à ça, ils ont toujours peur pour moi. Bienvenue, Souma Souma. Je n'ai pas peur. La peur, nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à la mort plusieurs fois. On l'a côtoyé, nous ne savons pas, Dieu a fait que nous soyons vivants. On rend grâce à Dieu. Donc la peur, on ne la connaît pas. Mais on a analysé le passé. Sur certains volets, peut-être que le président Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les amis trahir l'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié. Je pense que cette phrase l'a emporté. Pour vous, il aurait dû être à l'offensive. Nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr. Et l'impérialisme, comme il a dit, est un très mauvais élève. Lorsqu'il est cherché, il revient avec les mêmes méthodes. Nous suivons. Donc nous ne laisserons pas les mêmes erreurs se reproduire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Merci. Le grand investigateur ivoirien, pendant ces 19 minutes, extrêmement profondes et riches en révélations, nous met sur le chemin de la compréhension de la question que nous nous posons ce soir. Pourquoi Alassane Draman Ouattara s'acharne-t-il si spécifiquement sur le Burkina Faso? Pourquoi tient-il à diviser et à régner sur ce pays?
Je voudrais maintenant apporter des éléments complémentaires, car en fait, on pourrait appeler cette émission « Complément à l'enquête de Chris Yapi ». La première idée qu'il faut prendre en considération renvoie à l'histoire et à la psychologie d'Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien qui tient le peuple ivoirien en otage. Si vous ne connaissez pas son histoire, si vous ne maîtrisez pas sa psychologie, vous ne pouvez pas comprendre sa prédisposition à saboter toute une sous-région et tout un continent en lutte. Alassane Ouattara est né au Burkina Faso. Il y a fait l'essentiel de ses études. Les études primaires, les études secondaires. Et le Burkina Faso a payé une bourse d'études à l'étranger à Alassane Dramane Ouattara aux États-Unis. Alassane Ouattara a pu bénéficier de l'argent du Burkina Faso pour poursuivre des études, car ses parents étaient pauvres, contrairement à ce qu'il raconte maintenant. Ils ne pouvaient pas lui payer des études aux États-Unis. C'est le Burkina Faso, à l'époque la République de Haute-Volta, qui a payé les études à l'étranger de cet individu. Il a suivi ses études Kahin-Kaha, aboutissant à un doctorat très transparent en économie, à travers un cheminement tortueux qui est malheureusement possible aujourd'hui et depuis très longtemps dans le système américain. Ouattara est par la suite allé travailler pour la Banque mondiale, pour le FMI, puis pour la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, donc succursale de la Banque de France. Dans chacune de ces institutions, il a travaillé comme voltaïque. Puisque le Burkina Faso s'appelle Burkina Faso depuis 1984. Alassane Ouattara a fait la plus grande partie de sa carrière professionnelle de banquier international comme citoyen voltaïque. Mais quand Alassane Ouattara revient en Afrique, la Haute-Volta est sous la main des militaires. Et il est difficile à un civil de gouverner dans la Haute-Volta des années 70-80. Après le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, vont se succéder des régimes militaires, comme celui du colonel Saïe Zerbo ou celui du commandant Jean-Baptiste, du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Alassane Ouattara n'avait pas de possibilité d'arriver au pouvoir au Burkina. Parce que la tradition du pouvoir militaire s'était installée depuis le général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Et elle devait se poursuivre inexorablement, pratiquement jusqu'à nos jours. Si vous regardez bien l'histoire du Burkina, le séjour des civils au pouvoir au Burkina a toujours été court, voire écourté. C'est un pays où le pouvoir d'État s'exerce depuis très longtemps par des hommes en armes. Ouattara ayant regardé le Burkina et vérifié qu'il n'avait pas la compétence militaire. Par ailleurs, le Burkina Faso étant à l'époque classé abusivement et mensongèrement comme un pays moins avancé, un pays pauvre, Alassane Dramane Ouattara tourna son regard et contempla une terre qui lui paraissait beaucoup plus féconde et beaucoup plus fertile d'un point de vue économique et financier. Cette terre, jumelle du Burkina Faso, par le territoire, par les cultures et la tradition, c'était la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara entame donc, à la fin des années 80, une mutation et une négation, un reniement de sa nationalité voltaïque et burkinabé pour se glisser dans la nationalité ivoirienne. C'est l'opération qui lui permet d'être repéré à travers ses amitiés à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, ses amitiés chez les maîtres colons parisiens, et notamment à travers la grâce d'une femme de coopérants enseignants français, deux Français, un certain monsieur Folorou
la femme de ce coopérant, qui est mort dans des circonstances particulières sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, en Côte d'Ivoire, n'est ni plus ni moins que Madame Dominique Nouvian-Folorou, aujourd'hui appelée Madame Ouattara. De naissance donc Nouvian, mariée à Monsieur Folorou, qui meurt en Côte d'Ivoire. Cette dame va commencer donc à arpenter les allées du pouvoir ivoirien jusqu'à provoquer par son charme, eh bien, la chute sous son charme du président Félix Houphouët-Boigny, qui en fait une de ses courtisanes. Et il l'appelle alors à cette époque très poétiquement ma blanche colombe. C'est à travers tout ce réseau qu'Alassane Dramane Ouattara entre dans la classe politique ivoirienne, dans laquelle il était inconnu au bataillon tout au long des années 40, puisqu'il est né à la fin des années 30, tout au long des années 50, tout au long des années 60. On ne connaît pas d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Tout au long des années 70, Alassane Dramane Ouattara ne figure pas au personnel politique, ni parmi les intellectuels ivoiriens. Il est même connu par des Ivoiriens qui ont fait leurs études à l'étranger comme un frère voltaïque. Le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, fera la connaissance de Ouattara comme étudiant voltaïque à l'époque, justement aux États-Unis, où lui, il sera, à 26 ans, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Il connaît Ouattara comme voltaïque. Le président Bédié ne nous a pas menti. À l'époque, nous n'avions pas toutes les cartes en main. Il le connaissait. Vous savez, les Africains se connaissent tous à l'étranger. Surtout quand ils sont dans des pays où ils sont en minorité. Mécaniquement, ils se rapprochent et ils se connaissent. Donc, Ouattara est quelqu'un qui va renier ses origines. C'est un renégat. Et sa manière de renier ses origines est tellement grave que nous avons créé pour lui un concept beaucoup plus avancé. C'est un reniard. Un reniard. Reniard. C'est-à-dire un renégat qui a la particularité d'être endurci dans sa mythomanie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui renient leurs origines, mais quand on leur rappelle, ils reconnaissent. Avec Ouattara, plus tu lui rappelles qu'il doit sa formation. Oui, parce que c'est le Burkina qui l'a formé. C'est l'argent du peuple burkinabé qui a fait d'Alassane Dramane Ouattara un docteur de l'université. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer les études. C'est l'État burkinabé qui a formé Ouattara de A jusqu'à Z. Quand un État t'a formé de A jusqu'à Z, tu ne peux pas renier cela. Tu ne peux pas le renier. Surtout, c'est ta patrie natale. Tu dois au moins d'avoir le courage de reconnaître que tu es de là, que tu es né là-bas. Ouattara Dramane entre donc dans la nationalité ivoirienne en opérant une négation de ses origines. Et ça, c'est la source du premier problème qu'il a avec le Burkina Faso. C'est un problème psychologique. Le Burkina Faso, c'est sa mauvaise conscience. Chaque fois qu'Alassane Ouattara regarde le Burkina Faso, il se souvient de son mensonge. Donc, le Burkina Faso, pour Alassane Dramane Ouattara, devrait être conforme à son mensonge. Il faudrait qu'il y ait à la tête du Burkina Faso des dirigeants qui font les 4 volontés de Ouattara, c'est-à-dire qui reconnaissent son mensonge, qui couvrent son mensonge. Des dirigeants qui sont complaisants envers son mensonge. Des dirigeants qui se comportent comme si on ne sait pas où est son village. Des dirigeants qui se comportent comme s'il n'était pas de Sendou, là où il y a la tombe de son papa et de sa maman. Il faut absolument qu'à la tête du Burkina Faso, il y ait un menteur associé à Ouattara, pour que Ouattara se sente en paix. Voilà son premier problème avec le Burkina. Chaque fois qu'arrive à la tête du Burkina, un dirigeant qui n'adhère pas complètement à ce mensonge, Alassane Dramane Ouattara le considère comme un homme à abattre. Ça, c'est le premier point. Vous ne pourrez jamais comprendre la haine que ce monsieur a pour le Burkina. Si vous ne comprenez pas qu'il se hait lui-même, Ouattara, en tant que Burkinabé. Alors que le Burkina est une belle terre africaine, une patrie puissante, avec des valeurs de civilisation qui méritent d'être universalisées. Alors que le Burkina n'a à pâlir devant personne sur cette terre. Alassane Dramane Ouattara, lui, il a honte d'être
burkinabé de naissance. Quand vous avez un Africain qui renie sa véritable histoire, vous savez qu'il sera un danger pour l'Afrique. Écrivez ça. Si moi je me lève devant vous, je vous dis, je ne suis pas Camerounais de naissance, de père et de mère, citoyen adoptif de Côte d'Ivoire et de France. Si moi je me lève devant vous, et puis je ne vous dis pas ça là, ayez peur de moi, je suis dangereux pour vous. Parce que tout ce que je vais nier là, ce sera la base sur laquelle je vais faire du mal. Un dirigeant politique qui renie son histoire est un danger pour tous les territoires qu'il a reniés. C'est un danger. Je suis toujours dans la psychologie d'Alassane Ouattara. Il faut que les Burkinabés, mes frères et sœurs, comprennent pourquoi ils détestent le Burkina. Ce n'est pas parce que le Burkina lui a fait du mal. Non. C'est parce que le souvenir de sa burkinabéité fait exploser son mensonge. Penser au Burkina traumatise Ouattara. Ça réveille sa névrose. Parce que son mensonge est une névrose. C'est-à-dire que c'est une maladie mentale profonde qu'il a contractée. Quand tu renies tes origines, tu contractes une maladie mentale. Sous forme même de malédiction ancestrale. Tu es hanté par ton passé. Vous comprenez? Ça, c'est la première raison. Quelle que soit votre manière d'analyser Ouattara, si vous oubliez ce facteur élémentaire, qu'il a mal au Burkina, vous ne comprenez pas. Maintenant, passons au deuxième facteur. Alassane Dramane Ouattara doit sa carrière, il l'a dit dans une interview à Jeune Afrique, il a dit qu'il doit sa carrière à la France, sa carrière politique. Le président Houphouët-Boigny et la France. Le président Félix Houphouët-Boigny qui le désigne, Premier ministre, d'ailleurs sur le conseil de la France, et il dit la France, et il ajoute, en dehors de ça, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien d'autre à personne. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara dit qu'il ne doit rien au Burkina Faso, qui lui a payé des études. Hein. Attention, hein, les études de Ouattara ont été payées de l'école primaire jusqu'au doctorat. Il a reçu une bourse de l'État voltaïque. Il dit qu'il ne doit rien au Burkina. Vous comprenez? Il dit qu'il doit à la France. Pourquoi? Parce que pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a bénéficié de l'aide militaire de l'armée française. Ça, c'est vrai. Par conséquent, la deuxième raison qui explique l'attitude d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il estime qu'il doit à la France de détruire tout régime politique qui a décidé de sortir de la domination du néocolonialisme français. Je recommence la deuxième raison. Alassane Dramane Ouattara estime que, parce que la France l'a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, lui, il doit aider la France à prendre le pouvoir partout en Afrique. Il doit l'aider à maintenir sa mainmise sur les marchés économiques, maintenir sa mainmise militaire, sa présence militaire, maintenir sa mainmise sur la monnaie africaine, maintenir sa mainmise sur la circulation des idées. C'est-à-dire que dans cette France-là, Alassane Ouattara ignore qu'il existe des penseurs révolutionnaires qui sont précisément opposés au colonialisme, opposés au néocolonialisme et à l'impérialisme français. Ouattara n'est pas au courant qu'en France ont existé les Sartre, ont existé les Camus, qui ont écrit des pages lumineuses contre l'impérialisme français, qui ont écrit des pages courageuses contre le colonialisme français. Ouattara ignore tous ces Français d'origine française, hein, pas des Français d'origine africaine, pas des Français d'origine maghrébine. Je dis bien des Français blancs. Tous ceux qui ont produit une littérature comme Maurice Thorez contre le colonialisme français, Ouattara ne les a pas lus. De toutes les façons, c'est un inculte historique. Il ne lit pas l'histoire. L'histoire n'intéresse pas Ouattara. Ce qui l'intéresse, c'est le comptoir. Alassane Dramane Ouattara n'est pas intéressé par l'histoire. Tout ce qui l'intéresse, c'est le comptoir. Il s'agit de savoir combien d'argent il a détourné, combien d'argent il a récupéré par rétrocommission. Tous les soirs, c'est ce qu'il vérifie. Sa logique est celle du comptoir. Comment il a roulé les autres dans la farine, comment il a profité des situations, lui et son clan, c'est son plus grand souci. Donc pour lui, puisque la France l'a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il doit aider la France à maintenir la même mise sur son précaré colonial. Il faut que les bases françaises soient maintenues en Côte d'Ivoire, bases militaires, qu'elles soient maintenues au Sénégal,
qu'elle soit maintenue au Tchad. Il faut qu'elle soit rétablie au Mali, rétablie au Burkina, rétablie au Niger. Il faut qu'elle soit maintenue au Bénin, qu'elle soit maintenue au Togo. Il faut même qu'elle soit maintenue au Gabon. Maintenue Alassane Dramane Ouattara travaille pour maintenir cette présence néocoloniale dont les Africains ne veulent plus. Et que tous les Africains éveillés dénoncent. Présence néocoloniale de la France. Alors, je vois des gens qui se promènent sur ce direct et qui disent, mais toi, ce que tu dis, tu le dis à partir de la France. Mais oui, je le dis comme Jean-Paul Sartre l'a dit. Il était blanc français, il était agrégé de philosophie, comme je le suis. Et il disait la même chose. Personne ne lui a fait valoir qu'il n'avait pas le droit de le penser, puisque c'était vrai. Ici, en Normandie, vivait un homme, il s'appelait Alain. C'était un professeur de philosophie et philosophe. Il a dit, nul n'a de pouvoir sur ton jugement intérieur, car si on peut te forcer en plein jour de dire qu'il fait nuit, personne ne peut t'obliger à le penser. Donc, taisez-vous. Vous qui vous promenez en pensant que quand on est français, alors on est colonialiste. Ce n'est pas vrai. Tous les Français ne sont pas des colonialistes. Toutes les Françaises ne sont pas des colonialistes. Voilà pourquoi notre lutte n'est pas une lutte raciale. Si vous assimilez français à blanc, il ne suffit pas d'être blanc pour être colonialiste. L'histoire des luttes est remplie de fraternité, de camaraderie et de coopération entre des hommes de toutes les couleurs contre le colonialisme. Voilà pourquoi vous devez étudier l'histoire avant de venir rencontrer des gens comme nous autres. Étudier l'histoire. Sinon, bon, vous serez à chaque fois tourné en dérision. Ne dites pas cela. Dans la Bible, il y a un épisode qui est très intéressant. Dans les villes de Sodome et Gomorrhe, les hommes avaient atteint un niveau incroyable de perversion. Alors, Dieu informe Abraham de son intention de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. Et au moment où Dieu veut mettre en exécution donc sa sanction, Abraham lui pose une question. Seigneur, puisque tu es un Dieu juste et bon, si je pouvais t'indiquer les justes et les bons qu'il y a quand même à Sodome et Gomorrhe et qui n'ont pas participé à la perversion du grand nombre, est-ce que tu prendrais des dispositions pour leur permettre d'être sauvés? Dieu répond à Abraham, oui, pour les justes et les bons en toute nation, je m'efforcerai de garantir que leur âme soit sauve. Il a bien dit leur âme. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces textes parce que ce sont des textes symboliques. L'âme des justes est sauve. Est-ce que ça veut dire qu'un juste ne finit pas par mourir? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il mourra, mais de la mort du corps, pas de celle de l'âme. Écrivez bien ça. Ça, c'est aussi un très joli texte de la Bible que les gens comprennent mal. Quand Dieu dit à Lot, ok, il dit à Abraham, tout ce que tu estimes juste, ils seront sauvés. Les gens comprennent souvent simplement le fait qu'on fait sortir Lot et sa famille et qu'il y a la femme de Lot qui, par amour pour les biens matériels qu'elle a laissés, se retourne et est transformée en statuette de sel. Le message est beaucoup plus profond. C'est un texte symbolique. Ce n'est pas tout à fait un texte historique. Il consiste à dire que tous ceux qui vont s'efforcer de servir la vérité et la justice, eh bien, peuvent espérer le salut de l'âme. Le salut de l'âme est plus important que celui du corps. Le corps n'est qu'une enveloppe provisoire dans laquelle vit l'homme. L'âme, quant à elle, c'est le principe spirituel de vie, de notre identité personnelle, qui est préservée, qui peut continuer à vivre sous plusieurs autres formes, par la volonté du Tout-Puissant. Ne crains pas ceux qui tuent le corps, africain, crains ceux qui tuent l'âme, car l'âme, c'est la vie. Le corps n'est qu'une forme, le corps n'est qu'un habitacle, transitoire, provisoire, éphémère. Le corps est une tenue, un uniforme porté pendant la traversée de la vie dans la matière. Nous ne vivons pas pour le corps. Je m'arrête souvent là pour approfondir les choses pour notre peuple, pour que les gens comprennent. Que le service de la justice, là, c'est le service de l'âme. C'est le service de la vie infinie. C'est le service de la vie éternelle. Si vous servez la vérité et la justice, vous êtes en train de servir l'âme. C'est-à-dire ceux-là même qui est appelé à espérer vivre toujours.
Une autre anecdote, je m'arrête toujours comme ça quand je vois des commentaires. On demande à Bob Marley s'il est un homme riche. Un journaliste occidental demande à Bob Marley s'il est un homme riche. Et Bob Marley lui renvoie la question en lui disant « Qu'est-ce que vous entendez par être riche ?» Et le journaliste occidental lui dit « Est-ce que vous possédez beaucoup d'argent dans vos comptes bancaires avec des propriétés, etc. » Et Bob Marley lui dit « Cette richesse-là ne m'intéresse pas. » Attention, Bob Marley n'a pas dit « Je ne l'ai pas ». Il dit « Cette richesse-là ne m'intéresse pas. La richesse qui m'intéresse, c'est la richesse de la vie, la richesse de l'âme. Car la richesse de la vie, la richesse de l'âme, elle peut être éternelle. Alors que tous les biens que nous possédons, eh bien, nous les perdrons, les biens matériels. Je tourne cette page et je continue avec Ouattara. Je suis en train de commenter, en fait, l'investigation de Chris Yapi et de vous apporter des éléments supplémentaires pour comprendre le problème de Ouattara. J'ai dit que son premier problème est psychologique. C'est un reniard. C'est-à-dire pire qu'un renégat. Quelqu'un qui est comme ça souffre d'une maladie qu'on appelle la névrose. Une obsession. C'est que chaque fois qu'il pense au Burkina, à la Haute-Volta, son mensonge lui revient. Et il déteste le Burkina. Parce qu'il se déteste lui-même. Puisqu'il s'est renié. Le Burkina lui rappelle sa mauvaise conscience. Lui rappelle son ingratitude. Deuxième problème, il doit, dit-il lui-même, sa carrière politique et sa survie politique au néocolonialisme français. Vous comprenez? Cela veut dire qu'en fait, pour lui, globalement, il faudrait que l'Afrique, en 2024, reste sous occupation militaire de l'armée française, reste sous occupation monétaire de la monnaie néocoloniale et coloniale française, le franc CFA. Il faudrait que l'Afrique reste sous domination culturelle française. Il faudrait que l'Afrique continue à avoir ses dirigeants choisis et imposés de l'extérieur par des coups d'État ourdis à partir, eh bien, de la puissance française. Alassane Ouattara est pour le maintien, eh bien, de la domination néocolonialiste. Et là, vous trouverez beaucoup de preuves. Qui est le plus grand défenseur aujourd'hui vivant parmi les chefs d'État africains? Qui est le plus grand défenseur du franc CFA? La monnaie coloniale française, le franc des colonies françaises d'Afrique. Qui est parmi les chefs d'État africains aujourd'hui le plus grand défenseur de cette monnaie? C'est pas lui? Très bien. Quel est celui qui est en train d'offrir son territoire pour récupérer toutes les forces qui sont délogées du Mali, du Burkina et du Niger? Les forces néocoloniales et impérialistes. C'est qui? C'est Ouattara Draman. N'est-ce pas qu'il est en train de préparer une base militaire américaine? Quel est celui qui harcèle les Africains avec les rares sacrifices consentis par les forces françaises en Afrique? Alors que les Africains sont infiniment plus morts pour la France que la France n'est morte pour les Africains. Quel est le chef d'État africain qui peut se mettre devant les Africains et leur parler de 57 soldats français morts dans la lutte antiterroriste, en oubliant de parler des millions d'Africains morts pour les 2 guerres mondiales de la France, sans oublier ceux qui sont morts lors des crimes terroristes coloniaux, des crimes terroristes impérialistes perpétrés et par les puissances, la puissance négrière monarchique française, perpétrée par la République depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Quel est le dirigeant d'Afrique francophone qui se tient devant les Africains francophones et leur parle de la mort de 57 soldats avec plus d'émotion qu'il ne peut parler? Et jamais vous ne trouverez un extrait de Ouattara en train de vous parler du sacrifice des Africains. Moi, en devenant citoyen français, j'étais parfaitement conscient d'appartenir à ces citoyens français d'origine africaine qui ne renieront jamais l'Afrique, qui sont fiers des Africains qui ont libéré la France. Vous savez, quand je marche en France, je marche dans un pays libéré par mes ancêtres. Il faut que vous compreniez mon état psychologique de citoyen français. Je ne marche pas ici comme un vassal. Je ne suis pas un vassal. Parce que les Africains les plus valeureux que je puisse connaître m'ont précédé ici et ont libéré la France du régime le plus abominable qui a pu naître en Europe, le régime nazi. D'accord? Les Africains, mes prédécesseurs, les grands résistants et les grands combattants africains étaient ici. Quand je marche dans une ville comme Rouen, je connais l'endroit où on a massacré des dizaines de soldats africains qui étaient venus libérer la France. Pourquoi voulez-vous que moi je sois en Normandie et que je me sente inférieur à mes compatriotes, mes concitoyens blancs français, alors que mes ancêtres les ont libérés?
entre toi, qui es descendant des libérateurs de la France, et ceux qui rasaient les murs pendant la résistance. Parce que la majorité des soldats qui ont libéré la France sont des soldats étrangers et sont des soldats africains. En 1939-45, la majorité des soldats qui ont libéré la France étaient des soldats étrangers. Écrivez d'abord ça. Et ensuite, des soldats africains. Donc quand un Africain marche en France, il devrait se souvenir que de braves Africains ont conquis le cœur des Français en les libérant des nazis allemands. Voilà, moi c'est ce genre d'Africain que je suis. Donc, je subis toutes sortes de vexations, de tracasseries, etc. Mais j'ai une conscience historique extrêmement aiguë. Quand je ne baisse pas les yeux quand quelqu'un me regarde. Car je sens la présence des nobles Africains qui ont participé ici à la libération du monde. Et c'est le même sentiment qui anime les Russes. Hein. J'espère que vous savez que la Russie a contribué à la libération de la France du nazisme. J'espère que vous le savez. Donc quand les Russes, par exemple, se sentent méprisés par des Françaises, ils se souviennent simplement de leur sacrifice pour la France. L'inverse n'existe pas. Hein. L'armée française n'a pas libéré la Russie. Hein. Elle n'a pas libéré l'Afrique. Hein. D'accord? Mais les armées africaines ont libéré la France. L'armée russe a libéré la France. Ça, c'est la vérité historique. Vous comprenez? Donc, ne venez pas avec des arguments superficiels. Nous, on a notre manière d'être français. C'est-à-dire fiers de nos ancêtres qui, ici, par humanité, firent le sacrifice de combattre ignominie. Et nous sommes les descendants des hommes de Thiaroye, massacrés, alors qu'ils avaient libéré la France et qu'ils demandaient simplement qu'on paye leur petite quittance. En 1944-45 à Thiaroye, ces soldats massacrés, ces soldats africains massacrés parce qu'ils avaient demandé qu'on les paye au moins autant que leurs collègues blancs. Voilà ceux dont nous sommes héritiers. Or, Alassane Ouattara, lui, il est héritier de ceux qui, ici en France, continuent à penser que le nègre africain n'a rien à dire. Il est héritier de ceux qui pensent que la hiérarchie humaine entre le blanc et le noir doit se maintenir en France, comme elle doit se maintenir en Afrique, elle doit se maintenir en Amérique, elle doit se maintenir en Asie. Ouattara appartient à l'ordre néocolonial. Et voilà pourquoi il déteste le Burkina Faso sous le président Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Parce que Ibrahim Traoré appartient à la lignée des Africains souverains. Le régime du MPSR2, contrairement au régime de Damiba, contrairement au régime de Kaboré, ou même au régime de Compaoré avant, a entièrement renoncé à la moindre compromission envers la domination néocolonialiste. Donc Alassane Ouattara considère que c'est une obligation pour lui envers ses maîtres blancs, les néocolons français et les impérialistes américains. C'est une obligation pour lui de faire tomber le Burkina. Il leur a dit que le Burkina, il s'en occupe, que c'est son dossier. J'en fais un dossier personnel. C'est personnel le Burkina. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, troisième raison de l'acharnement de Ouattara. Parce que je suis en train de vous apporter un complément de réflexion pour comprendre pourquoi il s'acharne contre notre patrie africaine du Burkina. Il y a une troisième raison. Le Burkina est une pièce maîtresse de l'alliance qui se prépare à mettre fin au franc CFA. J'espère que vous savez que la sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Hein. Moi, je sens les choses. Hein. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, vous allez bientôt voir, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tiani. Il se prépare hein, à la proclamation de la Confédération et au lancement de la monnaie. Vous avez entendu la déclaration du président Assimi Goïta à Sikasso, non? Vous avez entendu? Le Burkina est une pièce maîtresse du démantèlement structurel de la France-Afrique. Mais dans un domaine qui intéresse beaucoup Ouattara, c'est le domaine économique. Alassane Ouattara, qui pendant très longtemps a prétendu que le franc CFA garantissait la stabilité économique de la sous-région ouest africaine,
est la preuve du contraire, puisque la CEDEAO, instrumentalisée par Ouattara et les néocolons français, les impérialistes de l'OTAN, la CEDEAO est la principale organisation qui est source de désordre en Afrique de l'Ouest. C'est l'organisation qui a déclaré la guerre à tout va, à tout le monde. C'est l'organisation qui a perpétré des sanctions illégales, illégitimes et criminelles contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre la Guinée et consorts. C'est l'organisation qui, piétinant ses propres principes, s'est permise d'empêcher des pays sans littoral, eh bien, d'avoir accès à la mer. C'est l'organisation qui, violant sa propre charte, s'est permise de vouloir se mêler des affaires politiques des États souverains par une intervention militaire, alors même que la plupart des pays de la CEDEAO sont faits de putschistes civils ou de putschistes militaires. Ouattara lui-même est un putschiste civil. Macky Sall était un putschiste civil. Le régime togolais a été installé par un putsch civil en 2005. Talon est aujourd'hui un putschiste civil, puisqu'il est en train de confisquer le droit des Béninois de choisir leur peuple. Mbalo est un putschiste civilo-militaire. Le Nigeria, quant à lui, est une terre de putsch civil et militaire invétéré. Mais quel est ce pays, quel est le pays de la CEDEAO qui peut servir de modèle au Mali, au Burkina et au Niger? Puisque dans ce pays, il n'y aurait jamais eu de coup d'État. Quel pays? Aucun. Donc Alassane Dramane Ouattara veut démontrer qu'il peut restabiliser la région pour le compte de la CEDEAO, qui est déjà en fait morte-née, qui est déjà moribonde, qui est déjà en agonie avancée. Alassane Ouattara pense qu'il peut restabiliser la région à l'avantage précisément de son système économique. Or, les succès économiques, financiers du Mali, du Burkina et du Niger, malgré les sanctions, remettent en cause le mythe qu'on doit forcément passer par le franc CFA pour avoir la paix relativement et la stabilité économique. Donc Alassane Ouattara est confronté en fait à une défaite intellectuelle. Le Mali, le Burkina et le Niger sont la preuve que les Africains peuvent vivre sans le CFA. La Guinée-Conakry n'est jamais revenue au CFA, elle vit. Donc pour Alassane Dramane Ouattara, s'attaquer au Burkina, c'est essayer de résorber la défaite intellectuelle subie par la France-Afrique. Pendant très longtemps, on a fait croire aux Africains que s'ils sortaient du CFA, ce serait la catastrophe absolue. Maintenant, tous les Africains savent que rester dans le CFA, c'est cela la catastrophe absolue. Il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison pour laquelle il en veut au Burkina. C'est que toutes les tentatives de coup d'État qui ont été ourdies à partir de la Côte d'Ivoire contre le régime du président Traoré ont échoué. Alassane Ouattara a échoué sur le plan frontal. Ayant donc échoué sur le plan frontal, il a décidé de recourir à un plan qui lui est favori, celui des attaques entre guillemets spirituelles. Alassane Ouattara, c'est connu, est un spirit. Qu'est-ce que c'est qu'un spirit? Un spirit, c'est quelqu'un qui invoque des entités maléfiques pour nuire à ses adversaires. Je recommence la définition du spirit. Parce que les croyants invoquent Dieu. Et ainsi, à travers Dieu, l'intervention des anges de Dieu pour les aider à résoudre leurs problèmes. Les croyants sont spirituels. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, c'est un spirit. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il invoque? Il invoque des démons. Il invoque les forces anarchiques, les forces maléfiques. Il invoque des démons, il invoque des forces anarchiques, des forces maléfiques, des forces perverses pour s'attaquer à ses adversaires. Et là-dessus, Chris Yapi vous a révélé beaucoup de choses. Ces dernières années en Côte d'Ivoire, tout le monde a pu noter l'augmentation des sacrifices d'albinos. Qu'est-ce qui peut expliquer la corrélation entre l'augmentation des sacrifices d'albinos et la brutalité du régime d'Alassane Dramane Ouattara envers le peuple ivoirien? Pourquoi tout d'un coup, la Côte d'Ivoire qui ne connaissait pas ces phénomènes, avant l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara, ou qui les connaissait très rarement, pourquoi tout d'un coup ces phénomènes s'accélèrent-ils? Mais parce qu'Alassane Dramane Ouattara est un abonné au sacrifice humain direct ou symbolique. Bon, sacrifice humain direct, c'est sa spécialité. Il n'hésite pas à tuer pour exercer le pouvoir. Ça, c'est vrai, non? Si Alassane Ouattara n'hésitait pas à tuer pour exercer le pouvoir, il ne serait pas président.
Les 3000 morts de 2010-2011 viennent du fait qu'Alassane Ouattara a préféré livrer une guerre, déclencher une guerre civile, que d'accepter la première décision du Conseil constitutionnel. Donc, il n'est pas difficile de montrer que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tuer pour être président. Il y a eu une douzaine de coups d'État en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est présent dans tous les coups d'État. J'ai lu bien 12. C'est-à-dire que chez lui, il y a une véritable obsession du sang. Ça, c'est une obsession physique. Il a besoin du sang. L'autre chose que je vous fais observer, c'est l'augmentation exponentielle des sacrifices d'animaux sous le régime de Ouattara. Vous savez, il y a des sacrifices d'animaux qui se font dans le cadre spirituel, c'est-à-dire dans le cadre des croyances religieuses. Ce n'est pas de cela que je parle. Les Ivoiriens ont observé que sous Ouattara, le nombre de bêtes qui ont été tuées dans le cadre de rituels d'invocation pour lancer des maléfices contre des personnes, ce nombre a gravement augmenté. Le pouvoir des féticheurs, la recherche et le financement des féticheurs, les comptes bancaires des féticheurs ne se sont jamais aussi bien portés que sous Alassane Dramane Ouattara. Les féticheurs étant ceux-là qui invoquent des forces maléfiques, c'est-à-dire des démons, pour soumettre des ennemis que leurs clients leur ont déclarés. Donc, quelle que soit la manière dont vous regardez le régime d'Alassane Dramane Ouattara, vous reconnaîtrez que c'est un régime abonné au sacrifice. Sacrifice humain, sacrifice animaux, sacrifice de la collectivité en tant que tel. Alassane Ouattara a besoin sans cesse de donner la mort pour faire vivre son pouvoir. L'une des scènes que les Ivoiriens n'oublieront jamais, c'est le sacrifice rituel. C'était un sacrifice rituel. Organisé par Alassane Dramane Ouattara, en plein jour, du jeune Nguessan Kouakou Toussaint, en novembre 2020 à Daoukro. Est-ce que vous avez vu la scène? Est-ce que vous savez que les assassins qui sont protégés par Alassane Ouattara, qui ont tué pour Alassane Ouattara, ont tué de cette façon-là sur ordre de Ouattara Dramane? Est-ce que vous le savez? Il faut que vous sachiez que Alassane Ouattara a demandé que cette décapitation soit faite et qu'elle soit filmée. C'était un sacrifice rituel. La décapitation de Nguessan Kouakou Toussaint était un acte de sacrifice rituel, ayant pour but d'infliger une peur immense au peuple ivoirien. Quand les Ivoiriens ont vu voler la tête de ce pauvre enfant, assassiné sur ordre de Ouattara, par les hommes de Ouattara, un assassinat qui a été filmé sur ordre de Ouattara, par les hommes de Ouattara, diffusé sur ordre de Ouattara et par les hommes de Ouattara. Quand les Ivoiriens ont vu cela, ils ont compris qu'ils avaient affaire à un démon à la tête du pays. Une frayeur immense s'est emparée de la Côte d'Ivoire devant le spectacle de la décapitation médiatisée en mondovision du jeune Nguessan Kouakou Toussaint. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est la symbolique mystique de la décapitation. C'est exactement cela qui arrive aux albinos dans la nuit. Quand on les prend pour les utiliser dans les sacrifices rituels de la Ouattari. C'est ce qui est arrivé à Nguessan Kouakou Toussaint. Ils l'ont sacrifié publiquement, comme ils sacrifient secrètement depuis plusieurs années plusieurs êtres humains en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara descendra du pouvoir, une enquête sur les sacrifices humains devra être ouverte et il ne sera pas difficile d'établir que le régime d'Alassane Dramane Ouattara n'a pas hésité à en ordonner et en faire faire. Une fois qu'Alassane Dramane Ouattara quittera le pouvoir, il faudra rendre justice aux êtres humains qui ont été sacrifiés. À commencer par Nguessan Kouakou Toussaint, dont nous avons les images du sacrifice. Alassane Dramane Ouattara devra répondre de ces crimes rituels, qui sont en fait des dons de sang aux forces occultes, des dons de sang aux forces démoniaques, afin que celles-ci fassent régner une ambiance de peur, de terreur, une ambiance absolument de léthargie, d'ensommeillement dans une nation. Et ça, c'est le propre de tous les grands dictateurs en Afrique. Les assassinats, les crimes rituels. Dans mon pays natal, le Cameroun, il y en a eu beaucoup. Sur les 42 ans du régime de M. Biya, beaucoup de massacres, beaucoup de crimes rituels. D'accord?
Donc quand je le dénonce en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas dénoncé au Cameroun. J'ai écrit ça dans les livres. Les crimes rituels dans mon pays. J'ai même donné, dans mon pays natal, j'ai même donné 3 conférences là-dessus pour expliquer le mécanisme qu'ils utilisent. Donc dans le cas d'espèce, verser le sang des innocents, immoler des innocents comme on immole les moutons à la Tabaski, immoler des innocents comme on immole les bêtes, symboliquement, dans le cadre du culte, c'est pratiquer l'anti-religion. Ouattara est un individu anti-religieux. Je voudrais ici me souvenir de témoignages que j'ai eus en discutant avec un certain nombre de dirigeants ouest-africains, dont je ne vous dirai pas le nom. En particulier, je discutais avec des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Certains se sont souvenus que quand il était opposant, Alassane Dramane Ouattara passait tout son temps dans toute l'Afrique de l'Ouest à faire du pèlerinage d'un féticheur à un autre. C'est-à-dire que quand il arrivait dans une capitale, je ne sais pas, comme Ouagadougou, ou comme Bamako, ou comme Dakar, Ouattara, la première chose qu'il faisait, c'était d'envoyer les gens en consultation chez les plus grands féticheurs, les plus réputés de la contrée. Et quelques-uns de ces envoyés privilégiés étaient, ni plus ni moins que, Dame Kandia Kamisoko Kamara, experte dans l'art de trouver des féticheurs. Son propre frère, Téné Birahima Ouattara, alias La Fiole, et que Chris Yapi appelle utilement le Pétoma, c'est quand ils déposent leur sac à l'hôtel dans un pays, quand ils étaient dans l'opposition, dès qu'ils déposent leur sac à l'hôtel, avant même de manger, ils s'en vont chercher déjà à rencontrer les féticheurs. La première question qu'ils posent aux habitants du pays, est-ce qu'il y a bon féticheur ici? Ce sont des individus abonnés en permanence aux pratiques maléfiques. Abonnés en permanence aux pratiques maléfiques. Donc, devant l'incapacité d'atteindre militairement le président Ibrahim Traoré, l'incapacité de le vaincre sur le plan de la tactique et de la stratégie militaire, sur le plan de la tactique et de la stratégie économique, sur le plan de la tactique et de la stratégie médiatique, Alassane Ouattara a jeté son dévolu pour mobiliser des énergies obscures et essayer de s'aimer la zizanie entre les grands fils du Burkina Faso. Chris Yapi a souligné qu'Alassane Ouattara veut surtout opposer le commandant Oumarou Yabré, le commandant du renseignement général burkinabé, avec le chef de l'État, président du Faso, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Et que Alassane Ouattara veut recréer l'ambiance qui a conduit à l'assassinat du président Thomas Sankara le 15 octobre 1987 par les hommes de son alter ego Blaise Compaoré. Ils veulent recréer cette ambiance. Et en effet, pour quelqu'un comme moi qui ai bien lu cette histoire, les relations entre les présidents Sankara et Compaoré ont commencé par être pourries par la circulation des rumeurs. On a monté en épingle les moindres différences entre eux. On a créé de la méfiance entre leurs adjoints, entre leurs équipes, entre les soldats qui leur étaient proches, entre les camps militaires dans lesquels ils dormaient. On a sémé pendant des mois et des mois, des années même. On a sémé la méfiance, la zizanie entre eux. De telle façon qu'à un moment donné, le président Sankara et son adjoint, le capitaine Blaise Compaoré, doutaient l'un de l'autre. Nous sommes dans cette phase, nous dit Chris Yapi. On veut semer le doute entre les dirigeants burkinabés pour qu'ils se retrouvent dans une situation où ils se regardent en chien de faïence, comme à la fin des années 80, le président Sankara et son frère et ami, son adjoint direct, le capitaine Compaoré, eh bien, se sont regardés jusqu'à ce que l'assassinat de Sankara soit effectué par les hommes de Blaise Compaoré. Donc, c'est cette ambiance qu'on veut recréer au Burkina. Et je suis très intéressé par les solutions que Chris Yapi propose. Il y a une première solution qui est extrêmement importante. C'est que les autorités burkinabées, et j'ajouterai cela à ce que Chris Yapi a dit, les autorités burkinabées doivent considérer la question de la communication toujours avec... Il faut augmenter le niveau de sérieux en matière de communication. Il ne faut pas négliger les rumeurs.
Il faut les attaquer en temps et heure. En fait, il faut que le Burkina Faso, maintenant, communique 24 heures sur 24. Parce que comme nous sommes à l'époque numérique, et que les gens sont rapidement pollués à travers les téléphones qu'ils tiennent en main, à travers l'Internet, si on a l'habitude de réagir comme lorsqu'on était à l'époque de la radio ou de la presse écrite, eh bien, l'opinion sera déjà contaminée par l'ennemi avant qu'on ne vienne apporter un remède. Donc, pour moi, la première recommandation que je ferais, c'est qu'il faut que les autorités burkinabées augmentent la réactivité de la communication, de telle façon que la communication soit faite en temps et heure. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre le moment où une rumeur naît et le moment où elle est démentie. Il faut tuer les rumeurs dans l'œuf. Donc, 24 heures sur 24. Il faut communiquer 24 heures sur 24. Non pas toutes les 12 heures, non pas toutes les 24 heures, non pas toutes les... Mais il faut communiquer hour by hour, minute by minute, second by second. Ça, c'est la première solution. J'ai observé que dans la campagne qui est menée contre le Burkina Faso, l'ennemi profite des temps de réaction qui sont longs de la part des autorités. Les temps de réaction sont encore longs. Il faut réduire le temps de réaction. Par conséquent, la cellule de veille communicationnelle stratégique, nationale et internationale, doit augmenter sa réactivité. Ça, c'est ma première recommandation. Parce que j'ai pu me rendre compte que les rumeurs qui étaient répandues, ah, mutinerie, oh, il est mort, oh, on a tiré à la télévision, ces rumeurs-là avaient commencé à atteindre le moral de certaines, même des populations les plus convaincues par le bien fondé du régime. Non pas que les populations avaient perdu espoir, mais les populations étaient inquiètes. Donc, je pense que la première leçon, c'est qu'il ne faut pas laisser l'inquiétude s'installer dans la population. Pour cela, il faut communiquer en temps et heure. Tuer la rumeur dans l'œuf. Deuxième élément important, et là je rejoins Chris Yapi. Alassane Ouattara a décidé de mobiliser les attaques maléfiques, c'est-à-dire les moyens spirituels démoniaques. Mais le Burkina Faso a une tradition triple. Une tradition africaine, une tradition musulmane, une tradition chrétienne. Il faut que les forces spirituelles des trois traditions du Burkina Faso soient mobilisées positivement pour unir l'élite du pays. Il faut que les meilleurs représentants des forces spirituelles traditionnelles du Burkina, des forces spirituelles musulmanes du Burkina, ceux en qui le pouvoir a confiance, dans ces forces spirituelles, les meilleurs représentants des forces spirituelles chrétiennes, il faut que le régime du président Ibrahim Traoré, le sommet de ce régime, entre en osmose avec les meilleurs éléments des forces spirituelles pour créer l'état d'esprit nécessaire à la résistance contre l'intoxication, la pollution spirite de Ouattara. Et c'est cette idée que Chris Yapi a voulu exprimer. Ne négligez pas ces histoires de sorcellerie, même s'il ne faut pas y croire, même s'il ne faut pas s'y soumettre, même s'il ne faut pas en être fasciné, il ne faut pas les négliger. Car il n'y a pas que le monde visible. Moi, j'en atteste. Il existe un monde invisible qui est infiniment plus vaste que le monde visible. Ce que vous voyez n'est rien à côté de ce que vous ne voyez pas. Donc, il est important que le régime du MPSR2 prenne au sérieux la question de son édification, de sa structuration, de sa consolidation spirituelle. Quand Chris Yapi dit, vous connaissez tous, soit des sages de la tradition, vous connaissez des sages musulmans, vous connaissez des sages chrétiens, susceptibles d'être des conseillers spirituels pour vous. Autorités burkinabé, réunissez-vous auprès de ces sages et recevez leurs bénédictions et leurs exhortations à tenir bon pour le pays. Il faut que les forces spirituelles positives du Burkina soient unies autour du MPSR2. Et c'est le devoir du MPSR2 de repérer dans toute la vie spirituelle du Burkina les individualités qui peuvent apporter cette édification et ce soutien. C'est une deuxième idée extrêmement importante. Troisième idée. Alors, je reste convaincu que il manque encore au Burkina Faso actuellement un maillon politique
Il manque, le MPCR2 est une organisation politico-militaire. Mais le MPCR2 n'est pas encore, comment on peut dire, c'est pas encore une organisation populaire révolutionnaire. Je pense qu'il faut une organisation populaire révolutionnaire qui puisse héberger la jeunesse, les femmes, les cadres, les ouvriers. Bref, il faut une organisation politique révolutionnaire, nouvelle au Burkina Faso, adaptée aux exigences du XXIe siècle, qui va être littéralement l'adjuvant du MPCR2, afin d'encadrer le mouvement civil. Je pense que, par son côté militaire, massivement militaire, le MPCR n'est pas encore un terreau pour l'éducation citoyenne du peuple. Il faut prendre en charge l'éducation des jeunes burkinabés, des femmes burkinabées, en tant qu'organisation politique. Il faut la prendre en charge, pas simplement en tant qu'État. Et j'ai le sentiment qu'il y a ce maillon qui manque actuellement au Burkina Faso. D'ailleurs, ça manque également au Mali. Ça manque également au Niger. Ça fait un moment que je réfléchis à cela. Je ferai une conférence spéciale sur l'importance de créer ce maillon manquant dans les États du Sahel, des organisations d'encadrement du mouvement citoyen, du mouvement civique. Ça manque. Quelque chose qui puisse tenir véritablement du mouvement politique, du parti politique populaire panafricaniste. Une telle organisation permettrait quelque part de donner un cadre d'expression à toute la richesse, à tout le dynamisme de la société civile. Alors que si on laisse toute la richesse et le dynamisme de la société civile s'exprimer spontanément et dans toutes les directions, le risque qu'on a, c'est une déperdition d'efficacité et des infiltrations faciles. Donc, je prône, pour ma part, effectivement, la création d'une grande organisation révolutionnaire populaire, d'éducation populaire, d'éducation citoyenne au Burkina, qui serait littéralement comme un complément de l'organisation politico-militaire. Parce que je vois que cette place manque. Et c'est dans cette place que les ennemis du Burkina Faso s'engouffrent pour semer le désordre. Précisément parce qu'il y a un vide à cet endroit-là. Voilà les réactions que je voulais apporter ici. Pour finir, je voudrais dire à nos dirigeants au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré et son frère et compagnon, le commandant Oumarou Yabré, qui sont la cible de cette manœuvre de division, je voudrais leur dire qu'ils n'ont pas le droit de céder. Vous n'avez pas le droit de céder au nom du sacrifice que vous avez déjà consenti pour le peuple burkinabé. Vous n'avez pas le droit de céder au nom du peuple burkinabé. Vous n'avez pas le droit de céder aux sirènes de la division au nom de l'Afrique en lutte. Au nom de tous les héros africains qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un monde multipolaire comme vous pour agir et émanciper notre peuple. Chers frères, chers camarades, président du Faso, cher commandant Yabré, vous n'avez pas le droit de céder à cela qui amena à la mort de Sankara. Vous n'avez pas le droit de vous laisser manipuler. Voilà pourquoi vous devez prendre vraiment toutes les dispositions avec tous les autres dirigeants de la transition pour sacraliser l'union. Pour souder l'union. Continuez à la souder, à la consolider. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Les centaines de millions d'Africains qui contemplent l'œuvre qui s'accomplit dans les 3 étoiles polaires du Sahel fondent un espoir immense en vous. Je vous en supplie, pour ces centaines de millions, ces milliards d'Africains dans le monde, qui sont admiratifs et qui sont fiers de vous, je vous en supplie, soyez à la hauteur. J'ai souvent observé que certains Africains croient que la question du pouvoir ne peut pas se résoudre dans la sagesse, parce que le pouvoir doit être absolu. Regardez notre continent, c'est le plus grand continent du monde. C'est le plus riche continent du monde. Et il y a de la place pour nous tous. Nous ne pouvons pas tous être présidents. Mais il y a des hommes encore plus influents dans l'histoire de l'humanité que les présidents. Que chacun, dans l'intérêt
du continent africain et de chaque nation africaine, de chaque peuple africain, apprenne à trouver sa juste place, à l'endroit où il sera le plus utile pour notre peuple, à l'endroit où il sera le plus utile pour lui-même, et surtout à l'endroit où il est sûr de pouvoir poursuivre la quête éternelle de la vie de l'âme. Soyons à la fois ambitieux pour notre collectivité africaine et soyons humbles quand il est question de savoir le rôle ou la place que nous devons occuper. Constatons aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que partout où moi je vais en Afrique, je m'efforce toujours de créer ma place. Non pas de prendre la place de quelqu'un. Je ne viens pas chercher une place que quelqu'un occupe. Je crée toujours ma place. C'est-à-dire que j'apporte mon originalité. J'apporte ma manière de servir. Et c'est par notre originalité, par notre manière de servir que nous sommes uniques et irremplaçables. Ce n'est pas en enviant les places des gens. Ce n'est pas en pensant que les autres veulent forcément notre place que nous pouvons être optimaux. C'est au contraire en nous organisant pour chacun servir au mieux, en fonction des aptitudes et des opportunités que la vie, que l'être suprême lui aura accordées. Mes chers amis, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à nos dirigeants du Burkina Faso. S'il vous plaît, que le Burkina Faso soit le terminus de Ouattara. Comme le Burkina Faso a été sa piste de décollage, que le Burkina Faso soit son terminus. Puisqu'il a craché sur le Burkina Faso, notre patrie africaine, que le Burkina Faso soit le fer de lance de la fin de cet imposteur. Et cette détermination du Burkina Faso à ne pas tomber sous les stratagèmes, les maléfices, les sacrifices humains de Ouattara Dramane fera du Burkina Faso, je pense, l'un des fers de lance incontestables de l'émancipation africaine de ce siècle. C'est ce que je voulais dire. Et je suis content de l'avoir dit.